Messieurs, bonsoir. Alors pour ceux qui ont tendance à penser que la politique, c'est un truc qui est définitivement relégué au fin fond de l'histoire, que ça est les vieux, que c'est oublié, que les gens ne s'intéressent plus à la politique, détrompez-vous. La politique, c'est vivant, et ce sera toujours vivant, et ce soir, nous allons vous en faire la preuve, puisque notre invité n'a pas 85 ans. Il n'a pas 85 ans. Je crois, je me suis un peu renseigné qu'il a la soixantaine, il a 62 ans, je crois. Samuel Tavernier, 63. bonsoir. 63 ans. Samuel Tavernier, bonsoir. Bonsoir Eddy, et bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à tous les Martiniquais qui nous écoutent et qui nous regardent, et puis bonsoir en particulier aux Franciscains, naturellement. Bon, très bien. Alors surtout que là, on est en direct sur Facebook, donc il y en a déjà qui vous regardent et qui vont vous écouter attentivement. Ouais. Alors je voudrais vous remercier pour votre fidélité et surtout vos contributions multiples et diverses, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui m'envoient des listes de gens à inviter. C'est très bien, je vois à la lecture de ces listes qu'il y a des gens qui montent dans l'opinion publique. Ne vous inquiétez pas, je vais m'y intéresser, mais je vais quand même privilégier les miens, vous l'aurez compris. Effectivement, s'il y a concordance, il est clair que... Comme c'est le cas. Comme c'est le cas. Comme c'est le cas avec Samuel Tavernier. Alors, Monsieur Tavernier, vous êtes le maire du François, enfin, au bout de combien d'essais? 2 essais. Deux essais, Alors, c'est bien. Alors, c'est vrai que les Martiniquais ont l'impression que ça faisait une dizaine de fois, Ouais. mais au municipal, c'était bien la 2e fois. Oui, parce que en fait, vous étiez conseiller municipal déjà depuis 95, 95. J'ai fait un mandat en tant que conseiller de l'opposition, j'ai arrêté après. Mais vous n'étiez pas candidat à ce Ah moment. non, 95. j'étais Vous donc étiez jeune, sur la liste. Vous aviez 37 ans à l'époque. Même pas. Même pas. Enfin oui, si on regarde Ouais, bien. ouais. Ah ouais. Et j'étais sur la liste d'Ernest Vanajouri. Voilà. Et donc, cette liste a été battue. Donc, je me suis retrouvé conseiller municipal de l'opposition pendant 6 ans. Voilà. Et bien évidemment, vous êtes revenu au combat. En 2010. En 2010. Voilà. En 2010. Alors, c'est vrai que j'ai tenté un mandat de conseiller général. Ouais. C'est ce qui perturbe un peu les gens. Voilà. Vous étiez candidat tout le temps. Voilà. C'est ce que les gens disent. Hein. Alors, Oui. j'ai passé. Vous imaginez que j'ai passé des petits coups de fil, Oui. quand même. Et puis bon, je connais bien le François. Et on s'est connus à l'époque sur les bancs des RCI. Exactement. On va évoquer ça, ce moment-là. Et finalement, vous êtes élu en 2020. Voilà, finalement, après un premier coup d'essai en 2014, voilà. On n'était pas loin. On était au 2e tour. D'ailleurs, c'est la première fois qu'une équipe arrivait à emmener au 2e tour le MPF, l'équipe du sénateur Maurice Antiste. Donc, c'était une performance déjà. Hein. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Alors, rappelons quand même que le MPF a été au pouvoir de 1995 à 2020. Dès 2020. Ce qui fait 25 ans. 25 ans. 25 ans Vous de imaginez la pouvoir. performance que nous avons réalisée, Ouais. sortir ce parti qui était ancré dans le François depuis quelques années. Donc après ce coup d'essai de 2020, on a terminé à 800 voix d'écart au 2e tour. Et là, on s'est dit... Non, on a créé un véritable espoir dans la population franciscaine qui nous fait confiance désormais. Ouais. Et donc, Vous étiez devenu crédible. très crédible. L'équipe avec laquelle j'étais également. Donc ça, c'est 2014. Hein. 2014. Ça, c'est 2014. Oui. L'essai, Oui. c'est 2014. Oui. Et vous avez échoué. Alors ça vous est resté à travers de la gorge. Vous avez échoué parce que finalement, il y a eu une triangulaire. Exact. Il y a une triangulaire et il y en a eu une aussi en 2020. Oui, mais là, vous avez largement gagné. Mais là, on était déjà beaucoup plus fort et là, on a pu passer effectivement. Mais la crédibilité était déjà accrue, était déjà bien présente. Mais il s'agissait... Vous savez, le changement, c'est long, quoi. Les gens sont accrochés. Ils ont des habitudes. Il y a des habitudes. On se dit, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on aura. Vous voyez, des questions comme ça. Mais vous savez que ça va être valable pour vous. Hein. Oui, il y a tout de à fait. fortes chances que ça soit valable pour vous. Parce que les gens qui ont voté pour vous, bon, eux, ils sont persuadés que vous allez réussir. Oui. Les gens qui n'ont pas voté pour vous vont se dire au fur et à mesure, bon, mais Ajala,
Puccino qui a tiré, etc. Et puis vous allez bénéficier de cette espèce d'état de grâce permanent. Oui, je pense que c'est valable pour tout le monde. Hein. Mais il faut justement saisir le moment. Voilà, il faut le moment opportun où on se dit bon, ça va plus là. Il faut arrêter. Il faut changer ou il faut arrêter. Voilà, je pense que c'est pas une démarche qui est fréquente chez les hommes politiques. Alors ils sont poussés par diverses raisons, quoi, à vouloir s'accrocher, ne serait-ce que par l'adversaire. On suppose qu'un homme politique qui est au pouvoir, eh bien ça y est, il se dit bon, j'en ai assez, j'en ai fait. Et puis il se dit que ça. Monsieur qui est venu là, ah non, ouais, jamais de la vie. Je pas qu'à laisser venir. Pas qu'à monsieur venu là. Et puis donc on prolonge des mandats et puis finalement on fait des erreurs et on se fait battre et on sort par la petite porte. Est-ce que Samuel Tavernier a une date de sortie à déjà nous annoncer? Oui, j'ai une date de sortie que je ne vais pas annoncer. mais oui, parce que l'opposition est à l'écoute et ce soir, elle espérait que vous puissiez nous dire, bon, écoutez, je fais 6 ans et puis après c'est fini. Voilà quoi, et puis tout le monde se mettrait déjà au combat. Déjà, y compris dans vos rangs. Ah oui, aussi. La succession. Aussi. Bon, ce soir, donc c'est pas le cas. Hein. Non, mais je peux annoncer de manière très claire et de manière très définitive que je ne ferai pas plus de 2 mandats. Très bien, donc ça c'est clair. Ça c'est clair, définitif, c'est mon corps, c'est moi, je l'annonce de manière très claire. Si les fois c'est ce qui me permet de faire un 2e mandat, puisque nous sommes soumis effectivement à la démocratie, c'est le peuple qui décide, on le fera, mais à l'issue du 2e mandat, nous avons dans nos rangs... Parce que ça va vous amener jusqu'à 75 ans, ça. Et puis ça va nous amener après à 85. Comme certains. Comme certains. Et j'ai pas envie de sortir. Moi j'ai envie quand même de prendre un peu de temps pour moi, de profiter quand même. Alors vous disiez dans nos rangs, nous avons déjà de la relève. Alors là, sincèrement, je suis pas inquiet et je le dis parce que pour freiner un petit peu les élans de certains, dans nos rangs, on a ce qu'il faut. Et qu'est-ce que vous pensez de cette opinion qui est assez répandue, selon laquelle la politique, ça n'intéresse plus les jeunes? Parce que j'ai regardé votre équipe, c'est pas mal. Il y a beaucoup de moins de 60 ans, beaucoup de moins de 50 ans, et même quelques très très jeunes. Oui. C'est bien la preuve que ça intéresse encore les Martiniquais. Ah oui, je pense que ça a été démenti. Dans les dernières années, les dernières élections, les Martiniquais se sont rendus compte que les jeunes s'intéressent à la politique. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine politique, dans laquelle on ne va pas les retrouver forcément. Mais je parle de ma commune, notamment lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts d'une population, d'être en proximité avec elle. Et c'est ce que je développe, c'est une politique plutôt sociale. Moi, je ne suis pas dans les lobbies politiciens et tout ça. Je suis obligé parfois, mais je veux dire qu'à la base, c'est une politique sociale et démontrer que sans être dans des pratiques politiciennes, particulièrement, c'est quoi une politique sociale ? C'est une politique de proximité. Franchement, de se dire, j'ai envie de faire ça pour mon peuple. Mon peuple souffre. Je vois la précarité. Je vois le désespoir. Je sais que j'ai une possibilité de porter un concours quelconque. Et on se dit, on y va. On y va, mais on ne regarde pas si demain on n'est pas là. Ce ne sont pas des calculs qui sont faits, il n'y a pas de calcul. Mais vous, ça vous est plus facile simplement parce que vous êtes dans le bain depuis très longtemps. Parce que vous êtes, alors on va dresser lentement mais sûrement votre portrait. Vous êtes quand même un administratif territorial. C'est-à-dire que là, vous avez été au pouvoir, entre guillemets, sans le détenir, dans une ville qui a subi un choc démographique considérable, qui est la ville de Rivière-Salée. Donc vous savez ce que c'est. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une chance pour la ville du François, je le dis très clairement, d'avoir un maire qui a baigné dans ce milieu-là depuis très longtemps. C'est important. Parce qu'on n'arrive pas là les mains vides. Il y a une expérience derrière, il y a une expérience de gestion, une expérience de perspective, d'objectif. Et c'est important que le maire d'aujourd'hui puisse avoir un œil sur sa population, la proximité et tout ça. Plus votre carnet d'adresses. Parce que en plus d'une dizaine d'années, vous avez collectionné les réseaux, les gens qui peuvent solutionner les problématiques, les petits coups de fil pour faire en sorte que ça avance. C'est ça l'expérience. Et puis les bonnes pratiques. Et ça, c'est intéressant, les bonnes pratiques. on va en parler des bonnes pratiques. Et
une fois que vous arrivez effectivement avec ce bagage, cette expérience, les choses paraissent beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, l'administration municipale franciscaine, elle est dans une confiance extraordinaire. Elle sait que ce maire-là ne mène pas la commune en bateau. Elle se rend compte tous les jours, effectivement, que cette expérience acquise au fil des années, eh bien, elle rejaillit sur la ville. Parce que vous faites partie des leurs, quoi. Vous êtes un collègue. Mais oui, mais j'ai travaillé... Alors, racontez-nous ce que vous avez fait à Rivière-Salée. Alors, rapidement. À Rivière-Salée, pendant 15 ans, aux côtés d'André Le Sueur, on a fait un travail magnifique. C'était quoi votre poste précis? Directeur financier de la ville. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et donc, on a fait un travail. Dès que Dédé voulait faire une dépense supplémentaire, vous disiez non, Stop. monsieur le maire. Stop. Il est venu me voir un jour, il me dit, bon, Samuel, me lâche dans l'auto, machin, au cas dit moi que elle a trop cher. Mais André Le Sueur était déjà habitué à ça. Avec Joseph Usulé, par exemple, il avait déjà ce carcan financier. Donc c'est vrai que ce qui est important est imaginer. Alors, je suis maire, nous arrivons au 30 décembre, et puis, ou bien au 15 décembre, il y a une petite malheureuse qui vous dit Monsieur le maire là, on n'a pas qu'à faire moins et tout ça. Un maire qui n'est pas gestionnaire peut dire qu'il a du cœur. Nous avons fait la même barre. Il lâche un camion de caillasse. Il lâche un camion de caillasse et effectivement, le budget est déséquilibré et tout ça. Moi, comme j'ai un œil sur la gestion très pointu également, un regard pointu, je dis à cet administré, mamie, t'inquiète pas, dès le mois de janvier, ma première semaine, on te fait ça. Pourquoi? Parce qu'on change d'exercice. Je serai sur C'est un peu facile, Samuel. Mais ça ne porte pas sur l'année en cours, ça va porter sur l'année précédente. Exactement. Ouais. Donc, et c'est important. C'est important. Il y a des méthodes, il y a cette expérience donc, de gestion qui fait qu'on fait attention. On garde les finances de la ville en équilibre, mais en même temps, on réalise et on fait des choses. Alors, parlons justement de ça. Cette proximité que vous avez à cœur, ça se traduit comment sur le terrain? De quoi souffrent le plus les gens dans la Martinique du terrain? C'est quoi les problématiques? Quelles sont les problématiques les plus importantes? Alors, l'une des problématiques vraiment récurrentes, c'est du logement. Ouais. Alors, soit le manque de logement, soit la réhabilitation de l'existant. Ouais. Les logements sont vétustes. Vétustes. Et ça, c'est un gros chantier. Je pense que vraiment, on devrait faire une espèce de plan Marshall sur ça pour se dire, allez, écoutez, tout ça. Mais vous savez, le problème qui se pose, ce sont des indivisions, le plus souvent. Ouais. Alors, allons expliquer ça aux gens, parce que c'est vrai que le terme a l'air d'être entré dans le langage courant, l'indivision. Mais très concrètement, ça veut dire quoi? Très concrètement, un administré vient vous voir et vous dit, monsieur le maire, je veux construire ma maison sur un terrain. Au départ, c'est très simple. Mais lorsque vous fouillez un peu plus, vous vous rendez compte soit que le terrain n'est pas constructible. Bon, ça, c'est encore quelque chose de différent. Vous avez cette problématique-là de manière récurrente au François. Au François. Ouais. Et puis, deuxièmement, eh bien, en fouillant un peu plus, on apprend qu'il y a 10 enfants, 10 frères et sœurs, et que les parents sont morts. Et qui n'ont pas fait de succession. Il n'y a pas eu de succession. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le problème se pose. Et puis surtout qu'il y a 2 ou 3 qui ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien signer. Ouais. Résultat, le bien reste dans l'indivision la plus complète. Et finalement... On ne peut rien faire sur ce terrain. Mais on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer. Et c'est pourquoi on retrouve dans les communes de nombreuses maisons délabrées, parce qu'il n'y a pas encore effectivement la solution, malgré la loi Letchimy, mais on sent qu'il y a encore... Alors là encore, allons faire un peu de pédagogie. La loi Letchimy, elle dit quoi pour vous? Est-ce que c'est une bonne solution? Et dites-nous ce qu'elle dit concrètement pour vous. Elle dit qu'on ne recherche plus l'unanimité au niveau des ayants droit pour établir la succession. Il faut simplement la majorité. La majorité. Voilà. Mais maintenant, alors je n'ai pas expérimenté ça, mais des administrés me disent, mais monsieur le maire, oui, on dit ça, mais derrière ça, il y a encore autre chose, il faut aller devant les tribunaux et tout ça. Donc il y a encore des freins et qu'il faut dénouer. Alors là, on parle du logement et on l'a bien compris.
en sachant que la très grande majorité quand même des Martiniquais habitent dans des maisons individuelles, surtout à la campagne. Et vous nous dites, ces maisons ne sont pas forcément des maisons qui sont en bon état, c'est ça? Tout à fait, tu vois, elles ont été victimes le plus souvent du cyclone Dean, vous voyez, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu les aides qu'il fallait, ou bien le problème d'indivision a fait que, bon, les aides n'ont pas été ouvertes à ces gens-là. Alors, il y a des assouplissements qui ont été faits. Avant, on vous demandait effectivement simplement d'avoir payé les impôts fonciers, enfin, d'être propriétaire. Lorsqu'on s'est rendu compte que la propriété était difficile, on s'est dit, OK, au moins donnez-moi les derniers avis des fonciers, pour un peu alléger les choses. Et malgré tout, le problème persiste. Au-delà de la problématique du logement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problématique que vous touchez du doigt au quotidien? La précarité s'exprime également au niveau des besoins immédiats quotidiens des gens. Nous avons de nombreux franciscains qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de s'alimenter. Là, on parle des revenus des gens. Des revenus des gens, de s'alimenter correctement. Donc, le CCAS joue un rôle très, très important auprès d'eux. Il y a des personnes également qui n'ont pas le portage de repas, des personnes isolées qui ne bénéficient pas de ça. Là, on parle de personnes âgées, principalement, mais aussi de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, voilà. Et puis le problème de l'emploi. Alors là, il est prégnant. Et je peux vous dire que j'ai reçu déjà environ 1500 personnes depuis que je suis là, parce que je reçois chaque semaine. En un peu plus d'un an, vous avez reçu 1500 personnes. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Ah ben, c'est considérable. Voilà. Et le problème de l'emploi, il est prégnant. Alors c'est vrai que la ville ne peut plus... c'est fini. Nous recherchons des profils particuliers aujourd'hui et il faut effectivement venir en aide. Alors on les redirige, on les recommande vers d'autres organismes ou vers des privés et puis on met en place des chantiers d'insertion. Et ce matin, par exemple, eh bien, moi quand je vois ça, je suis content. Nous avons réuni 17 jeunes alors c'est les PEC, c'est un dispositif jeune d'emploi qui a été mis en place par le gouvernement. Alors il faut nous dire, ici dans cette émission, il faut nous dire les acronymes, ça veut dire quoi? PEC, ça veut dire quoi? Bon, je sais qu'il y a un emploi dedans, mais bon. Excellent, Samuel. J'ai pas tout retenu. Oui. Alors c'est quoi le dispositif? C'est un dispositif qui permet aux collectivités, associations également, de pouvoir mettre en place, embaucher des jeunes sur des contrats de 1 an. C'est des emplois aidés en fait, c'est ça. C'est des espèces d'emplois aidés. Emplois aidés. Et sur 1 an, renouvelable 1 ou 2 fois. Et voilà, et qui permettent effectivement à ces jeunes de mettre le pied à l'étrier. C'est financé par qui ça? C'est financé par l'État à 80%. La CTM a voté une délibération dernièrement pour 10% ou même plus, ce qui fait qu'il reste très peu à la charge de la commune. Donc je me dis, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Lorsque vous avez 10% seulement à payer sur un SMIC chargé, vous vous rendez compte que c'est l'occasion pour vous d'aider les jeunes à s'insérer. Et ce matin, eh bien, lorsque j'ai vu les 17 jeunes dans la salle de délibération de la ville, pour un chantier d'insertion que nous mettons en place, piloté par la ville du François au niveau de l'environnement, c'est une de vos thématiques majeures. On va l'aborder. Qui me tient beaucoup à cœur. Eh bien, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, eh bien, grâce à cette action-là, eh bien, ça y est, il y a 17 jeunes qui vont. Et très prochainement, avec l'association Active, qui fait ce type d'opération en Martinique, au niveau de l'insertion, eh bien, c'est une vingtaine de jeunes supplémentaires. Donc, nous aurons 40 jeunes, d'un coup là, qui vont enfin avoir accès à l'emploi. Et qui vont sortir de la précarité et de l'oisiveté. Et l'oisiveté. Ah, oui, parce qu'on sait à quoi ça mène. On va l'aborder. Bon, mais donc, ça veut dire en clair que comme vous avez la tête dans le guidon avec ces problèmes de logement, ces problèmes de précarité, ces problèmes d'emploi, ces problèmes de transport, on peut parler du transport, vous n'avez pas le temps de vous occuper du reste en fait, développement économique, et puis de regarder l'avenir de la Martinique. Vous êtes dans votre commune et puis c'est tout. Ah, pas du tout. Alors, ça vous intéresse? Non, mais parce que vous êtes conseiller territorial, on le rappelle. Oui, certains me disent, mais comment tu fais? Mais en fait, et c'est le conseil que je donne à mes élus, je le répète tout le temps, nous avons une feuille de route, nous avons la tête dans le guidon tous les jours, mais il faut la relever à certains moments pour mettre en place le projet.
Parce que si on se laisse absorber, happer par le quotidien, on n'y arrive pas. C'est énorme ce qu'il y a à gérer. Alors, on ne va pas refaire la campagne électorale, mais le projet, c'est quoi? Quelles sont vos principales tâches, principaux objectifs, vers quoi vous tendez vos efforts quand vous relevez la tête? Alors, le social, on en a parlé. Oui, on a parlé du social. Avec le portage de repas, l'épicerie sociale, faire que le quotidien des franciscains soit meilleur, leur environnement immédiat également, travailler beaucoup dans les quartiers, soigner l'environnement, le développement économique de cette ville, on va en parler tout à l'heure, largement, parce que c'est une page importante, le côté transition énergétique également, et puis l'aspect culturel, l'aspect sportif. Bon, vous balayez tout au François. Alors moi j'ai des questions plus précises sur ça. J'aimerais bien savoir si ça fait partie de vos objectifs. Dès qu'il commence à pleuvoir, les gens du François tremblent. Parce que, alors moi je suis remonté dans le temps, ça a toujours été ça. Ça veut dire en clair, vous êtes autour de vous, autour du bourg du François, il y a des montagnes. On va simplifier. Oui. Et quand l'eau tombe sur les montagnes, ça finit dans la cuvette. Et le François est dans la cuvette. Et en plus, vous avez un effet de marée. Et que la mer barre l'eau, comme dirait mon grand-père. Donc l'eau monte forcément. Exact. Bon, alors ça, est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Parce que vous êtes un peu comme Rivière Pilote. Hein. Vous avez bien décrit la situation géographique du François. Le bourg est dans une cuvette. Il y a 2 rivières principales, 2 courants des Roses, voilà, qui ceinturent ce bourg. Et finalement, le phénomène de marée vient accentuer et amplifier tout ça. Et lorsque tout ça se rencontre, eh bien voilà, ça jaillit et c'est inondation. Nous avons pris ça en compte. Nous sommes en train de mettre en place une étude approfondie, un PAPI. Là encore, ne me demandez pas parce que voilà, Samuel Tavernier est fâché avec les acronymes, mais c'est un PAPI. Je prononce un PAPI, ça veut dire que c'est une opération effectivement de résorption, de ces phénomènes. Et nous avons quand même, pour l'instant, dragué un peu le canal principal. On l'a fait dernièrement. Ne serait-ce que pour permettre l'écoulement de l'eau. Et de l'avis des habitants, des riverains, eh bien, ils ont dit, monsieur le maire, bravo, parce que avec toutes les pluies qu'on a reçues et tout ça, pour l'instant, on n'a pas été inondé, pas une goutte d'eau n'a débordé. Autrement dit, le travail était très intéressant. Et on va continuer à entretenir effectivement ce canal de manière à éviter que ce bourg s'inonde. Donc il y a une zone basse du bourg qui est impactée régulièrement. On se souvient des événements de 2018. Et là, il nous faut continuer au niveau des études avec l'espace sud également. Ce sont des études qui sont combinées de manière à ce qu'on puisse enfin commencer les grands travaux qui vont nous emmener effectivement à une protection quasi définitive du bourg. Ça va être quoi ces grands travaux? Ça va être des pales planches que vous allez mettre en place, ça va être, vous allez creuser davantage, vous allez détourner les rivières, qu'est-ce que ça va être? Voilà, un endiguage, ça va être ça, je n'ai pas les termes techniques, mais en tout cas il s'agira simplement effectivement de créer, d'éviter le phénomène de reflux de la marée. Et si on arrive effectivement avec des bassins de rétention, eh bien, à diriger, à mieux orienter les flux, eh bien, on arrivera effectivement à éviter ce phénomène-là. Alors, on en a parlé. Levons un peu la tête et parlons de la Martinique. On va revenir au François tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a impacté très fortement, c'est l'actualité de notre île, c'est la fameuse crise sanitaire avec le Covid. L'INSEE vient de publier aujourd'hui même des chiffres qui montrent qu'il y a une surmortalité. Alors les gens qui disaient il n'y a pas de mort, c'est des faux morts, etc. Et puis surtout les gens qui pensaient que les chiffres de l'hôpital étaient juste traduisaient la réalité de la mortalité, là ils en sont à regretter leurs propos. Mais nous on a enregistré les propos. Il y a eu beaucoup de morts. Est-ce qu'au François vous avez été impacté? Oui, alors, il faut dire que le François est une commune qui habituellement bat les records au niveau, parce que nous avons une population très âgée, il faut le dire. Mais là, nous avons doublé le nombre de morts. On m'a dit que dans votre église, par exemple, il y avait jusqu'à 4
4 enterrements par jour. Ah, c'est vrai, ça. De le matin, de l'après-midi. Ouais. Et donc, nous avons eu 65 morts en un mois et demi. C'est beaucoup. Là où, en général, on en a, grosso modo, une trentaine. Même pas. Donc, le phénomène a beaucoup impacté la ville du François. Ouais. Nous avons déploré 2 décès parmi le personnel municipal. Ouais. Voilà, également. Et je profite pour communiquer mon soutien aux familles endeuillées. Mais c'est vrai que le phénomène est là. Non, il ne faut pas se cacher. Les chiffres sont là. Donc, on a envie de vous poser la question. Oui. Quelle est votre position, vous, aujourd'hui, sur cette histoire de vaccination? Parce que si on fait le compte, il n'y a pas beaucoup de maires qui ont eu le courage de donner leur position. Alors, quelle qu'elle soit, mais de donner leur position publique. Est-ce que ce soir, vous êtes prêt à nous dire ce que vous en pensez? Moi, ma position, je l'ai donnée. Hein. Alors, c'est sûrement pas la position qui est attendue. Ouais. Ah oui, mais je l'ai donnée. Et j'ai bien dit dès le départ que chacun est libre de ses choix. Ouais. Voilà. Et en disant ça, j'ai donné ma position. Vous n'avez jamais appelé votre population à aller se faire vacciner? Je n'ai jamais appelé la population à se faire vacciner. Par contre, en tant que maire, j'ai mis tout en place dans la commune. Mardi encore, il y avait effectivement un centre de vaccination. J'ai tout mis en place pour que chaque franciscain puisse, s'il le désirait, y aller, se faire vacciner ou ne pas aller. Mais en tout cas, le maire a pris ses responsabilités. Très bien, mais est-ce que vous comprenez qu'un certain nombre de responsables politiques, et puis d'intellectuels, et puis de gens de la société civile, mettent en cause les élus sur justement l'absence de volontarisme dans la vaccination? Est-ce que vous comprenez que l'absence de messages forts des élus, mais pas seulement des élus, on a tendance à leur mettre le pistolet sur la tempe, mais il y a aussi les responsables syndicaux, il y a les responsables religieux, il y a les responsables administratifs. Tous ces gens-là, la plupart, la grande majorité, on va dire des responsables martiniquais, n'ont pas appelé de manière forte à la vaccination, en dehors de quelques exceptions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une fausse accusation de le dire. Oui. Pourquoi? En tant que maire, je vous le dis très clairement, une seule personne est venue me demander mon avis après avoir été vacciné. Après avoir. En me demandant si c'était une bonne chose. Oui. Je lui ai répondu, mais si tu l'as fait, c'est parce que tu as senti qu'il fallait le faire. D'accord? Elle me dit, oui, mais je croise des gens qui me disent, ah ouais, ou folle. Bon, bref. Tout ça pour vous dire quoi? Que les franciscains, en tout cas, et je pense que c'est au niveau des Martiniquais, n'ont pas attendu l'avis des élus. Tous les élus, de manière unanime, auraient pu dire ce qu'ils voulaient. Les Martiniquais avaient leur position affichée et ils ont toujours leur position affichée. Je ne peux pas comparer cela avec d'autres pays, avec la France. Je dis qu'ici, en Martinique, si c'est arrivé qu'il y ait des phénomènes, qu'il y ait des problématiques et que la population, les gens vous rencontrent, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez? Oui, parce qu'ils attendent du maire un conseil. Voilà, un conseil. Eh bien là, jamais. Jamais. Pourquoi? Alors, comment vous expliquez une telle défiance vis-à-vis de cette vaccination? Moi, je pense que certains l'ont rappelé, des faits historiques, tout ça. Mais je pense que, en allant un peu plus loin, les Martiniquais, on a l'impression, selon certains échos, que les Martiniquais ne réfléchissent pas, qu'ils se laissent bercer ou berner. C'est extrêmement faux. Les Martiniquais ont une capacité de réflexion, d'analyse. Il n'y a pas un Martiniquais qui n'a pas une télé chez lui. Les informations arrivent. Ils ont la capacité de déceler le vrai du faux et de se positionner. Et de plus, les Martiniquais ont leurs médecins. Et ils font confiance à leurs médecins. Lorsqu'ils ont mal au genou, c'est pas le maire qu'ils viennent voir. Ils savent très bien où aller. Ils vont voir le médecin. Et lorsque le médecin donne l'ordonnance, ils ne demandent même pas au médecin qu'est-ce qu'il y a dessus. Ils vont carrément à la pharmacie pour prendre les médicaments. Le Martiniquais a confiance en son médecin. Et c'est pourquoi je disais, dans les propos, je disais que je ne suis pas le plus à même de vous dire ce qu'il faut faire. Je pense que votre médecin traitant est beaucoup plus indiqué que moi pour vous donner la solution. Alors, même quand les médecins leur disent d'aller se faire vacciner, ils ne vont pas se faire vacciner.
vous m'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui explique cette réticence? Je pense que... Parce que vous les recevez, vous parlez avec eux. Oui, mais ils ont une capacité d'analyse. Ils se rendent compte que les scientifiques se disputent. Les politiques ne sont pas d'accord. Ouais. Il y a une espèce de nébuleuse autour de ça. Ils ont déjà vécu des phénomènes comme la chlordécone. Et ils se disent, bien, on attend de voir plus clair. Si il y avait... Parce que moi, je dis que les résultats se jugent pour un vaccin dans le temps. C'est le temps qui va dire... Enfin, ça, c'était il y a 10, 15 ans ou plus. Non, c'est le temps qui va dire les effets, effectivement, du vaccin. On ne peut pas le dire en 2 mois, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est le temps également. Mais comment les gens réagissent dans votre ville? Parce que je vous pose la question parce que vous êtes au contact des gens. Quand il y a 30 morts habituellement et qu'on passe à 60, 70 morts, dans certaines communes, c'est catastrophique. Les gens ne sont pas inquiets? Contrairement à ce que vous pensez, moi j'ai eu des infirmières libérales. Moi je ne pense pas, moi je vous pose des questions. Non, mais j'ai eu des infirmières libérales qui m'ont dit qu'elles ont été appelées des interventions dans des familles. Et quand elles ont parlé de la vaccination de la famille, les gens ont dit non, Paris tel bagaillou, hein. Vous vous rendez compte alors qu'il y avait le gros problème. Les gens en train de mourir. En train de mourir, dans leur famille. C'est pour vous dire que c'est très fort, c'est ancré. Et il ne faut pas juger ça de manière superficielle. Je pense qu'il y a quelque chose de très profond que je ne pourrais pas vous indiquer parce que chaque individu a sûrement sa position. Je pense que c'est très personnel tout ça. Parce que personnellement, moi je discute avec beaucoup d'amis. Certains se font vacciner, d'autres non. Chacun a sa raison pour le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, le Martiniquais se dit non, je ne suis pas encore certain de ce vaccin, des résultats, je ne veux pas le faire, j'ai pas envie de me mettre en danger, mais il faut lui accorder ce droit, comme d'autres peuvent le faire dans d'autres pays. C'est pas forcément un phénomène martiniquais. Mais quand vous leur accordez, comme vous dites, le droit de douter, ils en ont parfaitement justement le droit. Est-ce que vous mettez l'accent, vous, sur les conséquences de ce temps qu'ils mettent à savoir si c'est bon ou pas? Parce que là, nous, on a les chiffres réels. On a plus de 1200 morts. Vous vous rappelez de l'émotion qui a saisi la Martinique quand il y a eu 157 morts dans un avion? Là, il y en a eu presque 10 fois plus. Et on n'a pas l'impression que ça impacte tant les gens que ça, finalement. Non, parce qu'en fait, parce qu'ils ont fait un choix. Parce qu'ils ont fait un choix. Les gens ont fait le choix de mourir, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Les gens ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Oui, mais allons plus loin. Ils regardent avec un peu de distance peut-être, à moins que c'est familial vraiment, ce qui se passe. Parce qu'ils se disent, ça se passe comme ça, mais moi j'ai fait un choix. Moi, je pense que le principal problème qui s'est posé, outre l'aspect matériel, les hôpitaux pas prêts, bon, je ne vais pas revenir sur ce débat, tout le monde a entendu parler de ça, chacun a son avis à ce niveau. Je pense sincèrement, et quand on regarde la composition de nos familles martiniquaises et les conditions de vie de nos familles, je suis maire, je peux vous le dire, dans une même maison, vous avez 3, 4, 5 générations. 5 générations, parce qu'il y a un problème de logement et tout. Donc finalement, on habite la même maison, on est concentré et tout ça. L'isolement thérapeutique n'a pas été calculé. Et lorsqu'un enfant ou bien un des membres de la famille ramène ça à la maison, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Et je suis certain que s'il y avait à ce niveau-là des efforts, une prévention, une anticipation, on aurait évité pas mal de dégâts. Parce que au François, on a perdu des couples. Monsieur, madame, parce que celui-là a ramené à la maison. Et s'il y avait effectivement une possibilité d'isolement, eh bien, on aurait pu limiter le risque. Et vous n'êtes pas du tout favorable à une vaccination obligatoire, je présume? Pas du tout. Ça, au moins, c'est clair. Pas du tout. Bon, mais au-delà... Je l'ai dit à mes agents, parce que vous savez que même dans l'administration, je vais employer l'expression, les taux se resserrent, grosso modo. Il y a des activités où on va vous demander d'avoir des agents qui sont vaccinés, qui ont leur passe sanitaire. Voilà. Et je leur ai dit que moi, en tant que maire, je suis prêt à mettre à leur disposition
Voilà, une batterie de tests. Ouais. Pour ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner, parce que la ville en a besoin, la ville a besoin de ses agents, les agents ont besoin de travailler. Vous seriez prêt à aller à l'encontre des décisions gouvernementales? Je n'ai pas dit ça. Oui, mais avec le test, le pass sanitaire, il est là. Donc je mets les tests à disposition. Mais qui ferait les tests? Parce que vous savez que bientôt, ça va être des tests PCR. Hein. Oui, ça ne va plus être des tests antigéniques. Hein. Il y a des tests dans les écoles, ce sont les mêmes qu'on va utiliser pour étendre dans nos établissements. Pour échapper à la vaccination. On va pas pour échapper, mais au moins pour respecter la position. Vous avez vu ce qui est marqué derrière, là, politiquement incorrect. Oui, donc, mais au-delà de l'impact qui est terrible de la mortalité, vous êtes quand même conscient que notre pays va rester très loin de la reprise économique si ça continue encore. Oui, je pense que dans votre stade de football, ça va être compliqué. Les boîtes de nuit ne vont pas s'ouvrir. Les restaurants, ça va être super compliqué. L'économie, de manière générale, ça va être super compliqué. Quand vous ouvrez votre télé, que vous voyez des gens dans les stades de foot qui n'ont pas de masque, qui s'embrassent, etc., et qu'ils n'ont pas de soucis, ça vous embête pas? J'ai des amis qui sont allés, qui sont partis, faire un séjour dernièrement, qui sont revenus, et qui me disent, Samuel, non, c'est le jour et la nuit, quand je suis là-bas, on est au restaurant, on est libre, on va au match, on vient ici, c'est Martinique à pas comprendre, Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il me le dit, mais je lui dis, ce sont des choix. Alors maintenant, il faut assurer ces choix, assumer ces choix. Monsieur Tavernier, quand vous dites ce sont des choix, vous êtes bien d'accord que ce sont des choix personnels qui ont un impact collectif? Tout à fait. Alors, ça, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes d'accord. Mais je me dis que, forcément, les prochains mois, nous donnerons plus d'enseignements sur cela. Aujourd'hui, et regardez, on recule. Allons laisser tomber la langue de bois. Allons laisser tomber la langue de bois. Ce que vous êtes en train de nous dire... J'essaie de décoder, c'est que de toute façon, les Martiniquais seront obligés de se faire vacciner. Pas forcément. Oui, non, mais bon, ils vont y venir. Mais attendez voir, je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a un bras de fer qui va se mener et qu'il faudra tenir compte de qui va gagner. Mais je ne sais pas encore le vainqueur. Mais en tout cas, il faut tenir compte de la position des Martiniquais. On ne peut pas être dans un pays où une population décide très volontairement, sans qu'il y ait d'appel particulier. Vous savez bien, regardez bien. Il n'y a pas eu d'élus qui ont appelé à l'obligation vaccinale peut-être, tout ça, mais il n'y en a pas eu non plus qui ont appelé qui ont dit délibérément pas aller vacciner. Oui, mais vous faites partie de ceux qui ont voté à l'unanimité une motion à la CTM qui, on peut le dire, n'est pas pro-vax. On est bien d'accord. Elle n'est pas anti-vax, mais elle n'est pas pro-vax. Que tous les élus de la CTM puissent voter à l'unanimité une motion qui va à l'encontre du pass, parce que c'était ça, c'était le pass sanitaire. Attention. Oui, pass sanitaire, pas obligation vaccinale. La délibération est très claire. Nous sommes contre l'obligation vaccinale. Tout à fait. Y compris pour les soignants. On est bien d'accord. Oui. C'est-à-dire que la délibération de la CTM est très claire. Nous sommes contre l'obligation vaccinale. Alors maintenant, si certains élus, entre le 27 juillet et aujourd'hui, 1er octobre, ont revu leur copie, ça peut arriver. La situation peut évoluer, et puis on peut ne pas être sur les mêmes positions d'avant. Mais je rappelle que le 27 juillet, l'ensemble du conseil de la CTM, à l'exception quand même du groupe de Madame Conconne, il faut le dire, qui n'a pas pris part au vote, il faut être sérieux en le disant. Eh bien voilà, nous avons dit, nous sommes contre ça. Alors moi, je suis bien dans ça. Vous êtes debout dans vos bottes. Et je suis bien dans ça. Bon, il y a eu quand même 1200 morts. En 2 mois après, il y a eu quand même 1200 morts. C'est ça la réalité. L'obligation vaccinale aujourd'hui, on voit bien, c'est un débat qu'on ne va pas ouvrir peut-être ce soir, mais en tout cas, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les limites du vaccin, autrement dit, on peut être vacciné et avoir le virus et le transmettre, ça prouve bien que l'obligation vaccinale aujourd'hui, elle se heurte à ça.
Elle se heurte à ça. Il n'y a pas de certitude. Et il y a au moins une certitude. Que ça ne développe pas, effectivement. On ne meurt pas. Ça, c'est clair. Bon, mais on peut transmettre. Donc, vous voyez comment... on refera le point dans quelques mois. Les choses ont tellement évolué entre-temps qu'effectivement, qu'il y a des positionnements différents. Mais je pense qu'il faut respecter le positionnement de ceux qui ne le souhaitent pas. Il s'agit, même si... Parce que je vais vous dire quelque chose, Edina Rajou. Vous me dites que c'est individuellement, mais c'est un rapport collectif. Ah oui, non, mais c'est un impact collectif, vous êtes d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, je me rends compte qu'en tant que maire, le collectif, parfois... les gens n'en ont rien à faire. Ah, mais je vous le dis, et c'est pas étonnant que ce comportement-là, vis-à-vis du vaccin, suive la même logique. Il y a un pourcentage de Martiniquais qui vont être pour leur collectif, ils vont se dire... Voilà. Mais il y a une grande partie qui vont d'abord penser à leur précaré, à eux, à leur corps. Vous vous heurtez à ça? Ah, mais tout le temps. Oui, mais les gens qui donnent la priorité à leurs propres intérêts, allons dire ça, pour employer un terme politiquement correct, vous savez qu'à terme, ils se retrouvent face à la problématique globale. Parce que si les gens ne paient pas leurs impôts, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de cantine. Vous êtes d'accord avec moi? Fatalement, si les gens veulent voyager, les Martiniquais qui vont vouloir aller dans les croisières, parce qu'ils adorent ça. En 2019, on a calculé qu'il y a 75 000 Martiniquais qui sont partis en croisière. Vous savez que ce ne sera pas possible. Oui, mais il ne faut pas aller prendre un vaccin pour avoir la liberté. Il faut d'abord prendre un vaccin pour avoir la sécurité sanitaire. Et moi, je fais la distinction. Tous ceux qui ont fait ce choix pour voyager, il y en a beaucoup. Ils l'ont fait peut-être pour des raisons de liberté. Et même, je ne suis pas contre, voyez. Mais il y en a d'autres qui se disent que la sécurité sanitaire avant, mon corps avant. Et voilà, c'est un peu ces choix. C'est un débat qui, à mon avis, n'a pas fini, n'est pas clos. Mais bonne nouvelle quand même, en tout cas de mon point de vue. On vient de franchir la barre des 40% de Martiniquais vaccinés. Donc on était à 18. Ben voilà, c'est formidable. Donc ça va vous enlever une épine du pied. C'est formidable. Mais en tout cas, il y a eu un débat à la CTM hier sur ça. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ça a bougé. Oui, parce qu'en fait, c'était une motion de soutien et de remerciement au personnel, aux sapeurs-pompiers, à ceux venus d'ailleurs nous aider. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que des gens qui spontanément sont venus nous aider avaient été victimes on va dire, d'un accueil plus ou moins mouvementé à l'aéroport? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ouais, mais j'ai pas apprécié du tout. J'ai pas apprécié la méthode. On peut avoir les revendications qu'on veut. Je respecte les revendications, mais la méthode, non. Et moi, je soutiens, je dis merci à ces gens-là qui sont venus. Parce que demain, lorsqu'on aura un tremblement de terre, lorsqu'ils vont revenir, je vais dire merci aussi. Est-ce qu'ils vont revenir? Voilà, je vais dire merci. Donc, alors... Mais c'était juste pour vous dire que cette motion-là, qui partait d'une bonne intention, mais elle s'est quand même heurtée à une espèce de projection. Pourquoi? On dit merci, mais en même temps, il y a un personnel soignant qui est menacé. Parce que si effectivement l'obligation vaccinale n'est pas opérée, eh bien finalement, à la rigueur, ils seront privés de salaire et tout ça. Et donc la proposition de notre groupe a été celle-là, ajoutée dans les remerciements, eh bien, qu'on rappelle simplement notre délibération du 27 juillet. Mais vous n'avez pas été suivi, apparemment. Non, on n'a pas été suivi, malheureusement. Alors, ça me permet toujours dans l'actualité, de faire la transition. Quand je vous dis rouge, vert, noir, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Rouge, vert, noir. Rouge. Rien ne me vient à l'esprit. Rien ne vous vient à l'esprit. Alors, moi, j'ai fait ma petite enquête. Oui. Vous avez été victime directement d'injures, de menaces par un certain nombre d'activistes sur votre commune, en place publique, au moment où vous avez facilité, on va dire, le recrutement d'un certain nombre de jeunes pour des exploitations bananières. Ok, vous souvenez probablement de ça. Et donc, j'ai passé 2-3 coups de fil et un certain nombre de franciscains m'ont dit « Ah, Samuel, pas t'es content. Hein.
Samuel, pas très content, mais je vais dire, oui, mais c'est normal. Personne n'est content quand on se fait menacer, insulter, voire bousculer. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ce qui vous a mis en colère, c'est que vos petits camarades de PIA ne vous ont pas apporté immédiatement leur soutien. Ah non, je ne l'ai pas réclamé. Non, mais... Je ne me suis même pas aperçu... nous, on s'est aperçu de ça. D'accord. Non, mais attendez, vous vous êtes retrouvé tout seul dans cette affaire, finalement? En fait, je vais vous dire très clairement... En plus, on était en pleine campagne. Hein. Voilà. Vous vous rappelez, on était en pleine campagne électorale. Voilà. Moi, je l'ai dit dès mon arrivée à la mairie du François, dans les différents cercles que j'ai rencontrés, je ne suis pas rouge, vert, noir. Clair, précis, net. Voilà. Maintenant, nous sommes dans un groupe politique où il y a des gens qui sont pro ou pas pro. Alors, allons pas parler la langue de bois. Vous êtes dans un groupe politique où il y a un certain nombre d'élus qui sont favorables au rouge, vert, noir. Favorable. Voilà. Alors, ça c'est leur choix. Ouais. Mais Samuel Tavernier n'est pas favorable à ça. Et c'est pas parce que je suis dans un groupe que je fais du suivisme. Mais vous n'avez pas peur que ça ça entraîne un certain nombre de problèmes Non. à votre rencontre? Il y a une usine de bananes qui a été brûlée dans tous les médias. Votre territoire a été ciblé, apparemment. Ciblé dans tous les médias. J'ai dit que je dénonce ça publiquement. J'ai même dit ça à des amis dans une réunion publique où il y avait des hommes politiques. J'ai dit, mais vous ne parlez pas. Si vous restez muet, ce pays-là va s'enflammer. Il faut parler. Lorsqu'ils sont venus chez nous pour la banane, j'ai dit non. Alors, j'ai pas été injurié. Non, je vous avoue sincèrement. Il y a quelques insultes qui sont parties quand même. Oui, mais pas à mon encontre. Et parce qu'il y a quand même du respect, même si on est ferme sur les positions. Mais bon, il y a du respect. Et je leur ai dit que je n'ai pas apprécié ça du tout. Je ne l'ai pas apprécié. Mais vous n'avez pas bénéficié de la solidarité de votre groupe. Enfin, je ne sais pas si c'est votre groupe, parce que il y a des moments où je me dis, bon, il y a quand même des choses un peu bizarres, mais je n'ai pas vu des élus de PIA venir en disant ce qui s'est passé là, c'est un scandale. Oui, parce que les élus de PIA, je suppose que ils s'expriment lorsqu'ils le souhaitent sur des événements particuliers. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ont fait sûrement des écrits à côté. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'étais pas... On a cherché et au total, alors effectivement, il y a des gens qui ont de PIA et de la liste de Jean-Philippe Milor qui ont condamné. Ça, c'est clair. OK ? Par contre, j'ai bien l'impression que vous vous êtes senti un peu seul. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne recherche pas la compagnie. Dans ces cas-là, je suis au François. Vous êtes debout et seul. Debout avec mon équipe municipale. Parce que là, c'est mon équipe municipale qui réagit. Oui, j'ai vu ça. Oui. Ils sont là, ils sont présents. Je ne recherche pas d'appui extérieur. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun va dénoncer s'il le veut. C'est pas mon problème. Moi, ce que je souhaite, c'est que sur le territoire franciscain, eh bien, il y a un respect de ce territoire-là. Et je n'ai pas admis ça. Lorsque Olivier Bérisson est allé à Capes et tout ça, le 22 mai, il y a eu des incendies, des agressions de journalistes au François, et vous avez dit, avec courage, il faut quand même le reconnaître, cette manifestation est une attaque contre une partie de la société martiniquaise. Mais oui. Et vous l'avez dénoncé. Mais oui, je dénonce ça. Je dénonce ça parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. La manifestation, oui, manifester, revendiquer, il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas brûler. Et vous savez que dans tous ces dégâts, il y a eu des maisons de Martiniquais à Capes qui ont été brûlées. De Martiniquais. Donc lorsqu'on pense qu'on veut... Quand vous dites de Martiniquais, allons pas... De Martiniquais locaux. Non. Des autochtones Martiniquais, François, Bouc François. Des noms blancs. Allons dire ça. Voilà. C'est mieux. Des noms blancs. Voilà. Des noms blancs. Parce que les béquets sont martiniquais. Oui. Bon, quand vous dites des Martiniquais, on est bien d'accord. Donc, des Martiniquais de couleur, leurs maisons ont elles aussi été brûlées. Oui. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Donc et c'est pourquoi je dis à certaines personnes, ne vous trompez pas. Capes n'est plus ce lieu de Békélan que vous imaginez. Capes aujourd'hui est habité par des béquets, c'est vrai. Il y a plein de Martiniquais, de noms blancs qui habitent là. Il y a des métropolitains également, qui habitent là. Ce n'est plus le Békélan. Donc, lorsqu'on vient s'attaquer à Capes aujourd'hui, on n'est plus dans la même logique au niveau de la résidence qui est
serait effectivement exclusivement protégé. béqué. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et donc j'ai un ami qui est venu me dire, ils ont brûlé chez moi, le jardin de ma mère. Et donc je dis non, je suis contre ces actes de vandalisme de manière très claire, je dénonce ça. Et ils ont brûlé le local à poubelle à Capes. Et bien je vais vous dire quelque chose. En tant que maire, je l'ai fait reconstruire. C'est pas nous qui l'avions construit à l'origine, mais la participation municipale, on s'est dit... Pour vous, ça, c'est un geste. C'est un geste. Et la population de Capes, qui est diverse, on leur a dit, écoutez, la ville va s'occuper de reconstruire le local poubelle. Et ça y est, il est reconstruit. Je n'admets pas ce type de comportement. En fait, aujourd'hui, au-delà des problématiques politiques, on va dire, j'allais dire presque des problématiques d'identité, vous dites il y a des limites, c'est ça? Il y a des limites. Et je vous avoue sincèrement que je suis très ouvert. La preuve, je discute avec eux, des rouges, verts, noirs. Je les ai rencontrés près de la gendarmerie du François dernièrement. Je me suis arrêté. Ils m'ont tendu le micro, j'ai parlé au micro devant la gendarmerie, je discute avec tous les groupes, je comprends leurs revendications, mais je leur dis qu'il y a des méthodes, il y a une manière de s'exprimer, il y a des champs de dialogue qu'il faut instaurer, et on ne sommes pas obligés d'arriver à des extrémités pareilles. Je suis un pacifiste, et je pense qu'il y a de la place pour le dialogue. Est-ce que vous comprenez que en face du blocage des lenteurs administratives, des lenteurs de la justice sur un certain nombre d'affaires, un certain nombre de Martiniquais puissent revendiquer d'aller plus loin en termes de méthode, d'aller vers de la violence. Est-ce que vous l'intégrez? Je l'intègre. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Sur le plan historique, on a des choses à leur raconter en matière de violence. C'est vrai que la lenteur administrative de la gestion de ces problématiques peut amener à une exaspération. Voilà. C'est possible. Mais malgré tout, vous la condamnez? Je condamne. Je condamne. Je ne suis pas pour. Et vous savez, vous parlez je vais sûrement dévier un peu, mais la notion du temps. Cette notion-là est, pour moi, elle fait du mal à notre pays. C'est-à-dire? Nous avons un pays, nous pensons qu'il est développé, donc ce n'est pas le cas. On appartient à un ensemble, à l'Europe, mais il y a des retards considérables chez nous, structurels et tout ça. On a du rattrapage à faire. Et les choses prennent tellement de temps ici, à tous les niveaux. Lorsqu'on a un projet, le temps de le réaliser. Il y a une affaire en justice, le temps que les choses se fassent. À tous les niveaux. On veut traiter d'un problème foncier, il faut attendre 5 ans chez un notaire. Vous voyez, ces problèmes de temps pénalisent notre pays. Parce qu'on prend du retard par rapport à ça, et les dynamiques qu'on aurait pu mettre en place de manière assez rapide et tout ça, sont freinées par ça. Est-ce que vous pensez que c'est une volonté, il y a une volonté politique de faire en sorte qu'ici, ça aille moins vite qu'ailleurs? Il n'y a pas une volonté politique. Moi, je dis que c'est un ensemble. Il faut rechercher, faut commencer à rechercher les causes, faut les traiter de tous les côtés. Mais il faut qu'on puisse franchement s'intéresser à ça. Alors, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un dossier, je prends un exemple, un dossier de financement pour une problématique que tout le monde connaît dans le pays, qui est récurrente et tout ça, qu'un dossier qu'après 10 mois ou 1 an, on vous envoie un courrier après pour vous dire on a bien reçu, est-ce que vous pouvez nous envoyer, il manque telle pièce. Après 1 an. Vous comprenez? Non, sincèrement, il faut que dans l'administration, mais partout, de tous les côtés, qu'on puisse gérer ce problème de temps. Qu'on donne des feuilles de route à nos administrations. Moi, François, vous avez un courrier qui est arrivé, il faut le traiter avant 1 mois. C'est ce genre de choses qu'il faut faire pour qu'on aille plus vite. Et on verra que plus on va vite, eh bien, plus on gagne. C'est quoi? C'est culturel? C'est philosophique? C'est quoi? Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a quand même un autre élément qui me semble fondamental dans cette histoire, c'est la notion de... alors, il y a peu d'hommes politiques qui l'évoquent, mais c'est la notion de corruption. Parce que
corruption au sens des valeurs, mais corruption financière également, le système baigne dans une espèce de, on va dire, de nonchalance qui s'explique souvent par l'interdépendance financière avec un certain nombre de donneurs d'ordre, l'interdépendance financière avec un certain nombre de partis politiques, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais vous avez entièrement raison. Alors, lorsque vous ajoutez ça, vous comprenez que plus ces gens qui sont dans la corruption, qui initient la corruption, plus ils vont faire perdre du temps aux autres dans certains dossiers, plus ils vont gagner. Il n'y a pas des moments où vous avez envie de renoncer? Là, non. Parce que vous vous êtes heurté à ça, et je le sais, sur un certain nombre de dossiers. À Rivière-Salée, face à un certain nombre d'administrations. Ouais. Et là, mais vous étiez à l'abri, puisque vous n'étiez pas élu. On est d'accord. Là, vous êtes élu. Hein. Je suis élu. Mais non, je ne renonce pas. Je ne vais pas renoncer. Mais j'observe. Et je me dis, mais voilà un frein. Quand on vous dit que le temps, c'est de l'argent, mais c'est... non, je peux vous dire sincèrement que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et là, en plus, vous avez un CDD. Vous avez 6 ans. Voilà, je ne suis pas là à vie. Donc, autrement dit, il faut aller vite, quoi. Oui. Vous comprenez? Et non, je voulais vraiment signaler ce phénomène. On n'en parle pas souvent, c'est vrai. Non, mais ici, on est là pour en parler. Voilà, mais c'est un véritable frein au traitement des affaires et tout. Hein. Ça met un peu de retard. Et ce pays-là ne peut pas se développer. On comprend mieux le départ de nos jeunes. Vous savez qu'on a l'impression, parfois, on dit nos jeunes s'en vont, et puis voilà, c'est de manière caricaturale. Mais quand on prend en compte tous ces éléments, on les met bout à bout, on se dit, mais voilà la réalité. Ouais. Alors, pour réagir, pour les faire revenir, il faut aussi régler ça. Parce ils ne reviendront pas tant que ça ne sera pas réglé. Mais oui, parce qu'ils vont faire aller virer et puis virer. Virer aller. Virer aller, tu vois. Alors, allons parler d'autres sujets. Là, on est sorti du François, hein. On va y revenir. Pour vous, j'ai relu votre programme, j'ai réécouté votre discours, la transition écologique. Bon, c'est un peu la tarte à la crème, cette histoire d'écologie. Parce que quand on regarde la Martinique, sur le plan des transports, sur le plan de la gestion des déchets, là, c'est une catastrophe monumentale. Clair. OK, sur le plan de l'énergie, OK, donc on nous bassine avec le fait que ne vous inquiétez pas, en 2030, 50 ou 60% de la production, etc. On n'y sera jamais, bien évidemment. D'ailleurs, donc tout le monde commence à reculer parce que on est dans quelques mois, on est en 2022 et 2030, ça va être vite fait. On est quoi? On est dans un mensonge global ou vous y croyez vraiment à cette transition écologique? J'y crois fortement, la transition énergétique également, j'y crois. Mais si l'État commence à jouer au petit jeu là qu'il est en train de jouer. Dites-moi ce que c'est que ce petit jeu. Écoutez, on en a parlé à la CTM dernièrement. Il y a un décret, des textes visant à baisser le coût de revente de l'électricité à EDF. Électricité notamment solaire. Ouais. Donc vous voyez, alors... Je crois bien que vous avez donné un avis négatif, hein, c'est ça? Ce n'est pas une incitation. Ce n'est pas une incitation. Lorsqu'on veut effectivement dans ce pays-là arriver à ce pourcentage des dépendances, d'autonomie, eh bien, vous comprenez bien que ça fait reculer. Mais est-ce que vous êtes également d'accord avec le fait qu'à certains contrats, il y a des types, permettez-moi l'expression, qui s'en font des très grosses en or? C'est clair. C'est souvent ce comportement qui fait que derrière... Parce que c'est quand même nous qui payons, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Bon. Mais je pense qu'il faut pouvoir réglementer. Nous avons, au François, un projet de centrale photovoltaïque. Ce sera l'une des plus importantes de l'île. Pas sur terre? Sur une décharge publique, une ancienne décharge. D'accord. Et c'est effectivement la seule utilisation de la décharge qu'on peut en faire aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Eh bien, notre dossier est monté, mais vous savez qu'au niveau de la... Alors là, je vais encore vous dire un terme, et puis un acronyme, et puis je ne saurais pas trop le dire. Au niveau de la CRE, c'est l'organisme qui régule donc la commission de régulation de l'énergie. Au niveau de la CRE, pour que votre dossier, c'est un appel à projet, pour que votre dossier soit retenu, il faudrait effectivement... L'un des critères importants, c'est le prix de la revente. Ouais. Donc, lorsque vous faites un dossier avec un prix de revente
et puis qui a accepté, vous bâtissez votre prévisionnel sur 20 ans, 30 ans, avec ça. Et puis demain matin, on vous dit, mais non... il faut baisser. Il faut baisser. Vous comprenez? Ça désorganise et effectivement, ça éloigne peu de l'objectif qui est d'arriver à ce terme, à ce pourcentage d'autonomie. Alors pour vous, quelles sont les priorités en matière de transition? Parce que, alors parlons de manière très concrète, hein, pour les gens qui nous écoutent. Si vous aviez 3 ou 4 pistes sur lesquelles aller, ce seraient lesquelles? Le solaire, hein. Le solaire. Donc l'énergie, la production énergétique. Oui, énergétique, c'est le mieux. Au niveau de la transition énergétique, il faut également, quand on parle de ça, on parle du réchauffement climatique, forcément. On l'évoque. Il faut réduire les bilans carbone. Pour les gens qui nous écoutent, il faut dépenser moins d'énergie de toute façon, c'est ça? D'énergie. Dépenser moins d'énergie, c'est également trouver plus de possibilités de vous restaurer, de faire vos courses à côté de chez vous. Parce que si vous achetez, vous faites beaucoup sur François, sans être obligé d'aller acheter le cher pour les réaliser, on a fait un grand pas au niveau du bilan carbone. Vous utilisez moins d'énergie. Mais est-ce que les gens que vous recevez à la mairie sont conscients de ça? On parlait de leurs priorités individuelles. Quand vous racontez à mamie qu'il va falloir baisser son bilan carbone, elle doit rigoler. Voilà, c'est clair. Mais n'empêche que son bilan carbone peut être, ou bien son bilan énergétique peut être baissé d'autres manières. Nous avons effectivement une politique sur les toitures, le solaire, par exemple, l'énergie, encore une fois. Je vois beaucoup d'équipements à ce niveau. Je vois au niveau de l'énergie, il faut vraiment travailler sur ces problématiques. Alors maintenant, on parle d'autres systèmes hydrauliques, tout ça. Bon, c'est vrai que au niveau martiniquais, il faut explorer toutes les pistes. Mais je parle de mon territoire franciscain. Nous avons effectivement choisi cette priorité-là sur le solaire. Alors, restons dans ce domaine-là, parce qu'on a l'impression que parfois le discours des hommes politiques est à 10 000 lieues des réalités locales. Parlons de l'énergie, justement. Comme vous le savez, la précarité ne fait pas bon ménage avec l'usage de l'électricité, et les gens, pour faire leur repas, ils sont plutôt au gaz. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ils se mettraient à découper des arbres comme en Haïti, il n'y aurait plus de forêt. C'est clair. Une bouteille de gaz à plus de 30 €, ça vous dit quoi? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mon CCAS, alors là c'est un scope que je vous donne, de mettre en place une aide particulièrement pour les familles franciscaines nécessiteuses qui sont répertoriées chez nous au niveau du CCAS, de manière à ce qu'on apporte une aide pour l'achat de bidons de gaz. On met ça en place. Parce qu'à notre niveau local, c'est ce qu'on peut faire, vous voyez. Agir sur cela au niveau martiniquais, au niveau de la CTM, c'est des discussions qu'on peut avoir autrement. Mais justement, alors pourquoi? On a bien compris que cet effet, ce choix individuel, on va dire local du François, pourquoi on ne pourrait pas l'élargir à l'ensemble de la Martinique? Parce que finalement, j'ai calculé, grosso modo, c'est 4 bouteilles de gaz par an. Bon, 120 € par foyer martiniquais, c'est pas possible? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et pourquoi il y a des courriers qui partent comme ça dans tous les sens, qui disent c'est à l'État de faire? Vous voyez, pourquoi? Vous voyez, et souvent je dis que je suis pour la municipalisation. Marcelin Nadeau et moi, on en a beaucoup discuté. Parce que les initiatives peuvent effectivement démarrer sur un petit territoire, tel que le territoire communal. On ne sont pas obligés d'attendre effectivement les directives qui viennent d'en haut. Et nous pouvons, grâce à l'intelligence collective, ou à la solidarité, tout simplement. Se dire, attendez, il faut faire quelque chose. Eh bien là, j'ai demandé à mon CCAS, à mon élu, de mettre en place très rapidement une aide pour ces familles nécessiteuses, pour leur permettre effectivement de revenir au bidon de gaz d'il y a 1 an. En termes de coût. En termes de coût. À 25 €. C'était 20 €. 20 €. Vous voyez? Donc voilà, nous le ferons. Nous le ferons au François. Alors, parce que finalement, il n'y a pas tant de familles que ça concernées. Je parle dans chaque commune.
Alors, au total, ça fait beaucoup de monde, mais dans chaque commune, il n'y a pas tant de familles que ça, incapables de pouvoir payer. Tout à fait. Donc il faut vraiment, et si l'initiative est dupliquée ailleurs, moi j'en serais fort thèse, mais n'empêche que c'est une manière pour nous, au François, de dire que nous sommes conscients du problème, ne pouvant agir sur l'ensemble, malgré tout ce qu'on peut dire, mais bon, l'action directe que nous menons, eh bien, faisons-la chez nous, au François. Et ça, nous le ferons très prochainement. Donc ça, c'est votre côté un peu socialiste, non ? Social. Social. Je vous rappelle que Ernest von Ajou était un socialiste pur et dur. Pur et dur. Et vous étiez sur sa liste. Mais justement, je suis... Alors vous êtes socialiste ou vous êtes... Je suis sur des listes sans appartenir finalement à une idéologie particulière. Non. Par contre, je partage... Vous ne nous faites pas le coup. Vous êtes de gauche ou de droite ? Je suis de gauche. Bon, très bien. Je partage beaucoup d'idées, un tronc commun avec des hommes politiques, et puis il y a des aspects que je ne vais pas épouser, parce que c'est pas moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Est-ce que vous iriez, parce qu'on vous a pas beaucoup entendu là-dessus, vous iriez jusqu'à l'indépendance ? Mais non. On est bien d'accord, ça c'est la ligne rouge, ça. Mais non, moi sincèrement, Donc vous êtes un autonomiste. C'est très clair. Vous êtes un autonomiste. Autonomiste, mais qui revendique vraiment un maximum d'habilitation au niveau de la Martinique. Mais moi je pense qu'il faut y aller. Et même, je veux vous dire, j'ai même osé dire que nous devrions réclamer l'habilitation santé. Oula! Ah, vous voyez, et alors ça c'est un gros challenge. Mais quand on regarde là, bien, on n'est plus en centaines de millions d'euros, on est en milliards d'euros. Donc vous voyez, mais je pense très sincèrement que si nous voulons traiter de manière endogène nos problématiques, on connaît de manière culturelle, on a un vécu, on sait qui nous sur la sommes. Vaccination, c'est super culturel. Hein. Oui, c'est vrai. Donc je pense que il faudrait obtenir un maximum d'habilitation pour pouvoir gérer. Et justement, nous avons l'habilitation énergie. Oui, tout à fait. Nous l'avons. Et au cours des dernières années, on l'a pas beaucoup utilisée. Exactement. Bon. On a celle du transport. Oui, tout à fait. Et comment peut-on dire que le transfert, comment peut-on imaginer on va y venir. Qu'avec une telle habilitation... On va y venir sur le transport. Restons ancrés sur le territoire. On est toujours dans la transition écologique. Les déchets. Alors, Samuel Tavernier, moi j'ai un peu travaillé sur le dossier du SMTVD et puis plus globalement des problématiques de déchets, mais c'est un échec total cette histoire. On ne vous a pas entendu dessus. Moi j'aimerais bien vous entendre. Vous êtes vice-président de l'Espace Sud. L'Espace Sud est l'un des 3 EPCI. Alors pour les gens qui nous écoutent, c'est communautés d'agglomération qui ont fondé le SMTVD. Excusez-moi, mais c'est pas brillant. Oui, alors, j'ai pas beaucoup parlé. Ce soir, vous avez le temps. Vous me donnez l'occasion de parler. Pourquoi ? Parce que au mois d'août, en l'absence du président Le Sieur, c'est moi donc qui ai mené les négociations avec les médiateurs et tout ça, avec le président du SMTVD. Moi, je peux vous dire que nous avons un outil magnifique, mais vraiment, il est perfectible, hein, c'est normal, mais il est magnifique. On a une organisation globale qui devrait permettre de faire fonctionner la machine. Seulement, aujourd'hui, on se rend compte que il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Il y a certains élus qui n'ont pas... je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais je veux dire que lorsqu'on a la préoccupation prioritaire est que ce pays soit propre. C'est ça que les gens veulent, hein. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que devant chez eux, ça soit propre et que leurs ordures soient ramassées. Ils ne demandent rien d'autre. Ce que vous faites après avec les ordures, où vous les mettez, comment vous les retraitez, globalement, permettez-moi l'expression, ils n'en ont rien à faire. Okay ? Mais même ça, le petit truc qu'ils vous demandent, c'est est-ce que vous pouvez régulièrement m'enlever les ordures devant chez moi ? Ça ne marche pas. Et comme je vous dis, hein, tout est prêt pour ça. L'espace sud, territoire que je connais le mieux, nous avons en place des déchetteries, de nombreuses déchetteries. Vous êtes le territoire sur lequel il y a plus de déchetteries. Voilà. Le service est correctement fait. Alors pourquoi ça bloque ? Vous vous dites, alors allons plus loin, vous vous dites, attendez, moi, il y a des élus qui n'ont rien compris. C'est ce que vous venez de dire.
qui n'ont pas compris. Oui. Alors, qui sont ces élus et pourquoi ne comprennent-ils pas comment ça devrait fonctionner? Non, moi je dis que lorsqu'on a un outil aussi performant et qu'on est à la direction, je ne dis pas qu'ils n'ont rien compris, hein, sincèrement, je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire qu'il faut régler des problèmes d'administration qui, à coup sûr, impactent le service. Donc vous êtes en train de nous dire que la gouvernance politique, alors vous avez du mal à l'exprimer, je vais peut-être vous aider, Samuel. Je n'ai pas de mal. La gouvernance politique du SMTVD, rappelons pour les gens qui nous écoutent que c'est un syndicat mixte qui traite les déchets, quoi, grosso modo. Et son président, c'est Sainte-Rose Caquin. Tout à fait. Vous mettez en cause Sainte-Rose Caquin? Sainte-Rose Caquin, avec qui je suis, j'ai d'excellents rapports. Ouais. Est-ce que vous le mettez en cause? On a beaucoup discuté, mais je le lui ai dit, je lui dis encore, le problème administratif n'a pas été correctement réglé, ce qui a un peu impacté le reste du service. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce dialogue social soit plus régulier. Il faut que et là je le dis autant pour les élus que pour les syndicats, il faut se respecter. Il faut, lorsqu'on prend qu'il y a un protocole, qu'on puisse être, le respecter, être derrière, l'appliquer. Oui, mais monsieur Tavernier, qui est-ce qui ne respecte pas ça? Les deux partis ou bien il y a des partis qui ne respectent pas, et puis lorsque une des parties ne respecte pas, l'autre dit mais moi non plus je respecte pas. Donc résultat, tout s'est résumé à ça. Tout s'est résumé à ça. Et la preuve, quand on regarde au niveau de la médiation, qui a pris du temps, parce que j'ai participé à plusieurs réunions, eh bien on s'est rendu compte qu'on n'était pas loin. On n'était pas loin de la résolution du problème. Il s'agissait simplement de faire montre de moins d'ego et de pouvoir effectivement avancer pas à pas. C'est ce qu'on a fait sur la fin. Et sur la fin, nous sommes arrivés effectivement à un nombre de titularisations qui a permis le déblocage du conflit. Alors, c'est un vrai mystère ce déblocage du conflit. On ne sait pas comment et par quel miracle il y a eu une solution. Vous pourriez nous en dire davantage, parce que moi j'ai fait le tour des médias, personne n'a posé la question. Personne n'a posé la question à M. Caquin. M. Caquin, qu'est-ce qui a permis que le syndicat qui était réfractaire à la reprise du travail suspende la grève, parce qu'on est bien d'accord que le conflit a été suspendu. C'est quoi le tour de passe-passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il est terminé là. Il est terminé. Non, M. Caquin et les élus des communautés, puisque nous étions Cap-Nord, Cassem, autour de lui, nous avons beaucoup avancé sur le nombre de titulaires, parce qu'il s'agissait principalement de ça, d'une quarantaine d'agents à titulariser. Nous avons beaucoup avancé sur ce champ-là, avec des concessions, il faut le dire aussi. Quand je parle des égaux, je ne vise pas seulement les élus, parce que monsieur Caquin et nous avons quand même aujourd'hui accepté de titulariser des agents qui sont arrivés depuis 3 ans. Ce qui ne se fait pas dans les collectivités, dans les autres collectivités. Donc il y a un effort qui a été fait. Oui, mais il semblerait bien qu'au départ, il y ait eu des tentatives de titulariser des gens qui sont arrivés depuis moins d'1 an ou à peine 1 an. On est d'accord que c'est ça qui a déclenché le conflit. Ce sont ces erreurs qu'il faut éviter de faire, parce qu'effectivement, lorsqu'on les commet, ça ouvre la porte à l'éducation. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment être, en termes de gestion de l'administration, être particulièrement vigilant sur ces aspects-là. Alors, ce qui est plus grave pour les gens, et on va quand même l'aborder, c'est que derrière ces problématiques, on va dire, de management, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus importantes sur le traitement des déchets. Aujourd'hui, notre pays est menacé par le trop-plein de déchets. Alors, je vais évoquer deux, trois éléments. Et il y a beaucoup d'administratifs qui tirent la sonnette d'alarme. Et comme vous êtes un élu, vous êtes attentif à ça. Normalement, on doit pouvoir moderniser l'usine qui brûle les déchets. Alors, pour faire simple, on est bien d'accord que grosso modo, il y a une partie des déchets qui sont brûlés et il y a une autre partie qui sont enfouis. Vous êtes bien d'accord avec moi que quand vous, un écologiste dans l'âme, vous entendez parler de ces deux solutions, brûler des déchets, avec tout ce que ça comporte comme danger
sur les gaz, les émanations, etc., ou enfouir des déchets, on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans ce qui pourrait être considéré comme l'excellence en matière de gestion. Mais restons sur ça. L'usine, elle est arrivée à saturation. Il faut une 3e ligne de four. Personne n'est prêt à y aller. Vous avez enfoui, quand je dis vous, SMTVD, mais les EPCI également, puisque c'est vous qui gérez ça, vous avez enfoui tellement vite et tellement fort qu'on est largement au-delà de ce qu'on pourrait stocker pour l'avenir. Donc, au lieu de stocker pendant 20 ans, en 10 ans, on a déjà rempli tout ça. Il va falloir causer d'autres trous. C'est une catastrophe, monsieur Tavernier. Oui, c'est un sujet très important. Et je pense qu'il faut vraiment, là, une conférence spéciale sur ça, sur la gestion des déchets. Vous n'avez pas peur que l'État reprenne la main comme il l'a repris en Guadeloupe? Vous savez que sur l'eau, par exemple, en Guadeloupe, et puis bientôt sur les déchets, c'est fini. Les Guadeloupéens n'ont plus la main. C'est vrai. Ouais. Non, je pense vous n'avez pas peur que l'État reprenne la main sur les déchets? Non. Je pense qu'en Martinique, nous avons des solutions. Je ne sais pas lesquelles, parce que je ne suis pas un technicien à la matière, mais je pense que il y a déjà un effort formidable, considérable qui a été fait. Ouais. Et il s'agit maintenant de se réunir, de se projeter. Parce que vous avez raison, on arrive à saturation. Ouais. Il y a ces ronds qui brûlent tous les jours. Alors, on ne peut même pas y entrer pour déverser les déchets. C'est un véritable problème. Cette décharge, normalement, aurait dû être fermée. Oui, là, elle continue. Elle continue parce qu'elle laisse un délai, une prolongation de délai. Mais il faudrait vraiment réfléchir très sérieusement à l'avenir de la Martinique à ce niveau. Vous êtes prêt à faire la révolution sur les déchets? Non, je suis prêt à participer à cette conférence de manière à avoir une réflexion approfondie sur quels sont les équipements à mettre en place. Finalement, vous avez arrondi les angles, pas mal. Hein. Le pouvoir, l'accession au pouvoir, ça ralentit les pulsions révolutionnaires. Pourquoi? Parce que je l'étais avant. Je vous ai entendu en campagne, vous étiez dur. À vos débuts, vous étiez dur. Non. À mes débuts, mes campagnes étaient sur le François. Oui. Et vous avez été soutenu par des militants indépendantistes à l'époque, vous vous rappelez? Ah oui. Alfred Marie-Jeanne est monté au François. Claude Lys est venu au François. Et vous étiez contre le système, vous étiez contre la corruption, vous étiez contre les élus qui abandonnaient leurs idéaux. Et aujourd'hui... Non. Moi, je suis modéré, en fait. Hein. J'ai toujours été modéré. Je considère, et c'est pourquoi dans mes interventions, comme vous allez, mes interventions ne seront pas forcément très politiques. Par contre, elles seront techniques. Ouais. Je vais plus m'appuyer sur ce que je connais pour pouvoir défendre un dossier. Par exemple, ça je le fais à la CTM lorsqu'on parle de budget, le budget supplémentaire, par exemple. Oui, ça c'est votre dada. J'aime ça au niveau technique. Et quand je parle technique, c'est vrai que certains, ils vont prendre pour leur grade, d'autres aussi, mais sans attaquer véritablement. Mais en tout cas, je vais rétablir la vérité à ce niveau-là. Donc j'ai toujours été comme ça, un modéré, quelqu'un qui aime sa population franciscaine. Je suis militant du François, mais pur militant. Oui, j'ai vu ça. Voilà, pur militant, et j'aime les gens, j'aime les franciscains, et c'est ça qui me passionne. Et au-delà de ça, j'ai la chance d'avoir une formation au niveau de la gestion. J'ai la chance d'avoir baigné dans ce François depuis ma tendre enfance et d'avoir fait des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, les franciscains le reconnaissent. Bon, de toute façon, ils vous ont renvoyé l'ascenseur. Ah oui, là, c'est très bien. Très clairement. Allons aborder notre sujet, toujours plus globalement en Martinique. L'eau. Alors là, monsieur Tavernier, on a parlé des déchets, mais l'eau, ça, c'est une vraie catastrophe. Vous n'avez pas eu trop de soucis dans le sud au cours de la dernière sécheresse, mais la sécheresse je parle de la sécheresse de 2021. Ça a été plutôt calme parce que finalement, il y a eu quelques pluies. Un carême mouillé. Mais il se peut très bien qu'on n'ait pas ce fameux carême mouillé en 2022. D'ailleurs, ces temps-ci, c'est un peu sec. Hein, vous avez vu, on est en septembre. Bon. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire d'eau? Parce que finalement, vous avez donné le pouvoir, vous et vos confrères du Nord, à une seule société en Martinique. Il y a la SME contrôle
si j'ai bien compté, donne de l'eau à 30, allez, on va dire 30 sur 34 communes, c'est ça? Ouais. Bon, quand on a face à soi un seul interlocuteur qui gère l'essentiel de la population martiniquaise, est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier? On est en quasi-monopole. On est en monopole. On est en monopole. Ouais. Et la SME, c'est le fermier. Ouais. Par contre, les communautés sont propriétaires de leurs usines. Tout à fait. C'est très clair. Il faut dire que ce problème-là, c'est un problème, on en a beaucoup parlé. Moi, je milite pour une autorité unique de l'eau, qui ne soit pas gérée par des politiques. Moi, sincèrement, par Comment vous faites? une personnalité civile, voilà, qu'on pourrait développer, qu'on pourrait désigner, mais il faut éviter ça. Je pense que à certains moments, il y a des experts en Martinique, qui ne sont pas des politiques forcément, et qui peuvent tout à fait occuper ce type de poste-là si on leur fait confiance. Moi, je parle de ce que je connais, c'est l'espace sud, le mieux. Ouais. Le mieux. Et nous nous sommes attaqués très tôt à ce problème-là, de l'eau, de l'assainissement également. Et André Le Sieur, lorsqu'on a fait le budget 2021, il m'a dit, Monsieur Samuel, on va pas rien, fais ça, mais l'eau, je veux voir l'eau dans le budget. Et l'eau est dans le budget. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le budget 2021 de l'espace sud, c'est 22 millions. Consacré à ça, 22 millions d'euros. Ouais. Ça veut dire qu'on fait notre part, on répare, on crée de nouveaux réservoirs. Et il y a tout un chapitre. Des surpresseurs, etc. Il y a tout un chapitre qui est traité. Alors c'est vrai que là encore, c'est le temps d'avoir les budgets. Mais en tout cas, la plupart de ces travaux sont financés à 100%, puisqu'il y a effectivement un comité de financeurs qui a permis d'obtenir des financements assez intéressants sur l'eau avec un plan de relance de l'État. L'espace sud en a profité entièrement et nous sommes en train, progressivement, de réhabiliter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le sud subit moins ces calamités que les autres parties du territoire. Que la CACEM, par exemple. Que la CACEM, par exemple. Donc nous, on répare, on crée des réservoirs, des surpresseurs, on voit pour le débit. Mais vous avez fortement souffert en 2020. Oui, parce que en fait... Et à la fois donc les coupures, bien évidemment, mais surtout les tarifs. Pourquoi avons-nous ici en Martinique l'eau la plus chère de France? Alors voilà, c'est la question qu'on se pose. Moi, j'ai rencontré le directeur de la SME. Ouais. Je lui ai dit il faut qu'on regarde ça, que vous le vouliez ou pas. Alors maintenant, il y a pas mal de... Parce qu'on cumule deux choses dramatiques. On a l'eau la plus chère de France. Et on a le système de distribution le plus pourri de France. Tout à fait. OK? Enfin, en dehors de la Guadeloupe. Alors là, c'est une catastrophe monumentale. Mais l'argent que nous avons, nous, régulièrement donné pour que les canalisations soient maintenues, que le traitement des eaux soit parfait, il est passé où? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Ouais. Au niveau de la gestion, effectivement, de cette problématique. Vous avez une réponse? Non, pour l'instant, on se renvoie la balle. Ouais. C'est personne. Hein. Dans ce type de cas, vous allez trouver personne. Vous allez finir par faire la révolution, Samuel Tavernier. Parce que vous avez vu le nombre de problèmes qu'on a passé en revue là, et chaque fois vous me dites, on n'a pas la solution. Oui, même si elle est complexe en fait. Ouais. Elle est complexe et elle appartient effectivement chacun des parties à une partie de la solution. Ouais. Il suffit. Mais ça ne va pas arranger votre problème. Ça va pas arranger votre problème de temps. Parce que vous avez dit, moi, dans ce pays, ce qui m'énerve, c'est le temps que ça prend, tout ça. Mais ça, tous ces problèmes-là, ça ne va pas arranger votre problème de temps. Ça n'arrange pas. Ouais. Ça n'arrange pas. Et au niveau de l'eau, au niveau du prix. Vous payez de l'eau finalement que vous recevez, mais il y a des frais que vous payez qui sont dus à de l'eau que vous ne recevez pas. Comme dirait l'autre, nous payons surtout de l'eau qui va dans la nature. Dans la nature, vous voyez, et ça c'est pas normal, vous voyez. Donc il faut qu'on se penche sur le problème d'investissement en termes de réseau et à partir de ça, je pense que nous aurons des réponses déjà sur le coût de l'eau, et puis après travailler effectivement sur les différents partenaires pour voir comment la baisser. Après, vous allez vous étonner que le rouge, vert, noir casse des choses, parce qu'ils ne se sont pas encore attaqués au problème de l'eau ni des déchets. Ah ouais, peut-être que ça va venir. Le comité du Sud est sur l'eau. Et eux, ce n'est pas des rouges, verts, noirs. Ce n'est pas des rouges, verts, noirs, mais je vous dis qu'ils sont efficaces. Ils sont efficaces, et ils nous rencontrent très souvent au niveau du Sud,
et ils ont des exigences. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on puisse répondre à tout ça, travailler sur ces problématiques-là, et notamment sur le remboursement, parce que les gens ont payé des factures d'eau en 2019, si je bonne mémoire, et effectivement, les gens n'ont pas eu forcément l'eau dans leur robinet. Et là, nous sommes en train de travailler sur ça, sur comment faire pour rembourser à ces différentes familles. Donc, les factures qu'ils ont payées. Voilà. Alors, revenir sur le François, pour finir l'émission. Allons parler de cette notion qui, pour vous, est fondamentale, du développement économique du François. Parce que vous avez la particularité d'avoir sur votre territoire, de manière résidentielle, une communauté béquée qui est importante, qui détient encore une partie importante de l'économie. Et il y en a l'impression que le François, c'est le parent pauvre. Alors, c'est le parent riche, parce que vous avez une contribution financière exceptionnelle. Vous faites partie des 3 ou 4 villes les plus riches en termes de récupération de l'impôt sur le revenu. Mais en même temps, vous êtes le parent pauvre de l'investissement économique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'investissent pas sur votre territoire? Alors, nous sommes sûrement les champions du revenu sur l'impôt sur le revenu. Case Pilote, vous, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a 2-3 villes comme ça qui sont pas mal. Sauf que la recette n'est pas... Ça ne va pas dans la caisse de la mairie. Merci beaucoup. Rappelons aux gens qui nous écoutent que ça ne va pas dans les caisses de la mairie. Très bien. Bon. Très bien. Mais la taxe d'habitation sur les maisons, les résidences secondaires, qui a été augmenté ou qui va augmenter, les taxes foncières, ça va dans les caisses de la mairie. Toujours. Bon, Toujours. Alors, en termes de développement, c'est vrai que les investissements, mais tous les franciscains veulent investir chez eux. Ouais. Il faut simplement leur donner l'opportunité de le faire. Ça veut dire quoi, l'opportunité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, j'ai remarqué que finalement, on leur avait fermé des portes avant mon arrivée. Pourquoi? Parce qu'il y a un fléchage qui est fait dans notre plan local d'urbanisme, qui indique bien zone artisanale, zone d'activité. C'est là, le foncier est disponible. Oui. Alors pourquoi rien n'a été fait pendant tout ce temps, alors que c'est indiqué, affecté dans le plan local d'urbanisme? Quelles sont les raisons? Eh bien, les raisons, c'est parce que on a pensé que le développement économique était de la compétence de l'espace sud en 2005. Ouais. On a tout abandonné, on a tout lâché. Alors que, d'accord, développement économique, mais la ville a un projet économique qu'elle peut mettre en place avec l'espace sud. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment, dernièrement? Parce que le problème qu'il y a, c'est que, avec cette compétence de développement économique à la communauté, c'est eux qui ont l'usufruit. Donc, vous êtes propriétaire, vous, et l'usufruit est détenu par l'espace sud. Donc, encore complication. Et c'est la loi qui lui donne l'usufruit. Autrement dit. Alors, pour les gens qui nous écoutent, l'usufruit, c'est l'usage. L'usage. Voilà. L'usage. Donc, autrement dit, il faut, pour pouvoir, si vous voulez développer la zone, il faut que les deux parties du droit de propriété, la nue propriété et l'usage, soient réunis en une seule main. Et alors, ça, c'est compliqué. C'était compliqué. Et nous avons pris une délibération dernièrement au conseil municipal pour que nous, notre droit de propriété, on le transfère à l'espace sud. Parce que nous, on peut le faire, mais il ne peut pas faire l'inverse. Comme ça, l'espace sud a en main la propriété, mais attention, une promesse de vote qui est très claire, qui dit on vous donne la possibilité effectivement d'user, de vendre, mais la recette va rentrer dans la caisse de la ville du François. Directement. Dans la caisse du François. Voilà, enfin, une partie de la recette. Ils vont reprendre toute la recette. Toute la recette. Oui, puisque vous étiez propriétaire. Voilà. Donc vous voyez que parfois c'est compliqué. Les gens ont l'impression que c'est simple. Il y a un terrain là, mais derrière il y a une complication. Et si on perd du temps encore à traiter un dossier, ça rallonge les délais. Donc, on s'y est attaqué très bientôt. Autrement dit, cette zone-là, dans quelques temps, on pourra implanter les entreprises qui sont nombreuses à nous demander à s'installer. Et la fibre optique se développe mais à une vitesse extraordinaire chez nous. Les armoires sont déjà pratiquement fonctionnelles. Nous allons, avant l'arrivée du terme du programme, en 2022, tout le François sera fibré. Et par rapport à ça, c'est une manière de dire aux entrepreneurs, écoutez, chez nous, il y a tout. C'est une belle commune, on est fibré, il y a tout. Il y a des îlets, venez vous installer, on peut vous accueillir. Très bien. Merci beaucoup, Samuel Tavernier. Cette émission s'achève. Comme vous le savez, il y a une petite partie bouquin, comme vous me taquiniez tout à l'heure. Alors, je rappelle que notre partenaire s'appelle la Librairie Antillaise. Vous savez que nous, on est
ancré dans le local. Ce partenaire a un partenariat avec nous qui nous permet de présenter des ouvrages que vous pouvez trouver chez eux. Alors nous-mêmes, on se fait une petite pub de temps en temps, donc vous pouvez trouver Qui gère le pays dans le dernier Business News que vous avez en kiosque. Alors l'historial, l'histoire de René Beauregard, le dernier Nègre marron de Martinique, c'est l'historial, et puis le People Yol qui est également en kiosque. Alors concernant nos livres, je tiens à vous recommander le dernier Brûlot de Serge Nicolas Tally. Serge Tally que vous connaissez, qui a été un de vos amis. Ah oui, et qui est toujours un ami. Qui est un pote à vous, qui s'appelle Cyclone et Tsunami en Martinique. Alors là, si vous voulez rigoler, procurez-vous ce bouquin, parce que les hommes politiques font des déclarations dans tous les sens pendant les campagnes. Ils oublient les déclarations. Et là, leur ennemi juré, c'est Serge Nicolas Tally, qui a tout noté. Et il nous ressort les déclarations. Il y en a quelques-unes de vos proches. Vous allez lire ça, c'est à mourir de rire. C'est le compte-rendu de cette fameuse campagne électorale. Je vous parle souvent des crimes de l'Allemagne en Afrique, et notamment dans l'Afrique du Sud-Ouest, en Namibie, avec le massacre des Hereros et des Namas, qui étaient des peuples noirs de cette partie de l'Afrique. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Élise Fontanay-Ndiaye qui publie Blue Book, qui raconte l'histoire de ces massacres qui ont préfiguré ce que va être la solution finale avec l'Allemagne nazie. Les techniques avaient été déjà éprouvées sur des populations noires, et l'Allemagne fédérale s'est excusée il y a quelques mois et va probablement s'engager avec les sociodémocrates qui viennent de remporter les élections dans un processus de réparation. Alors tous les gens qui nous disent que c'est pas possible de réparer les crimes, notamment de l'esclavage, ils vont avoir de moins en moins de possibilités et d'arguments, surtout que Nicolas Sarkozy, comme vous l'avez... Nicolas Sarkozy, lapsus révélateur. Emmanuel Macron vient de prendre, on va dire, une décision sur la réparation, le pardon et la réparation pour les harkis. Ouais. Donc, notre tour arrive, à mon avis. Autre bouquin passionnant, Éric Orsena, que vous connaissez, de l'Académie française. Alors ça, j'ai adoré parce que ça s'appelle Cochon. Et nous, on sait ce que c'est que les cochons chez nous. Voyage au pays du vivant. Et c'est là que vous allez voir les liens extraordinaires entre tout ce qui touche aux animaux, aux animaux et à la faune sauvage, et l'éruption des virus, notamment. Ça va vous permettre d'avoir une opinion un peu plus nuancée sur tout ça. Alors, un roman que j'aimerais vous recommander, celui de Mario Vargas Llosa, qui s'appelle Temps sauvage. Vargas Llosa est un prix Nobel 2010. C'est un Péruvien qu'on connaît ici. Tous les amateurs de littérature le connaissent parce que, notamment, il a écrit un bouquin sur Saint-Domingue qui s'appelle La Fête au Bouc, avec le fameux dictateur Trujillo. Et là, ça se passe au Guatemala. Alors, ceux qui aiment la CIA, le FBI, les dictatures, les coups d'État, les espions vont être servis. Ça s'appelle Temps sauvage, précipitez-vous. Et puis, le fameux polar. Alors, je reviens à Deon Meyer. Alors, Deon Meyer, c'est un très grand écrivain sud-africain. Et là, c'est La femme au manteau bleu. C'est une enquête dans le monde de l'art par le maître du polar sud-africain. Et ce qui est intéressant, c'est que Deon Meyer écrit sur une Afrique du Sud qui est aujourd'hui dirigée non plus par des racistes, mais par des Africains. Et vous verrez que dans certains domaines, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Voilà, très bien. Comme quoi. Monsieur Tavernier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Eddy, j'ai passé un excellent moment. Et je pense que cette émission fera date et qu'il y a des gens qui vont vous appeler. En tout cas, merci beaucoup. Et il y a de fortes chances qu'on se revoie, puisque vous allez faire la révolution. Et ça, c'est clair.
Mais c'est une révolution permanente. Exactement. Et douce. Et douce. Mais merci beaucoup. Merci. Et puis, à la semaine prochaine.